Le contrat de location est le document le plus important dans ta gestion locative. En effet, en cas de sinistre avec un locataire, les différents intervenants s'appuieront sur ce contrat pour définir les droits et obligations des deux parties et rendre une décision. C'est pourquoi, pour te protéger au maximum, il faut que ton bail soit conforme à la réglementation en vigueur. Aujourd'hui, je reçois Bruno, fondateur de l'application de gestion locative Monsieur Hugo, pour nous expliquer les erreurs à éviter dans la rédaction du bail. C'est parti. Salut Bruno. Salut Tatiana. Merci beaucoup d'avoir répondu à mon invitation. Qu'est-ce que tu vas nous présenter aujourd'hui? Alors écoute, c'est toujours un plaisir de revenir sur ta chaîne. Aujourd'hui, j'ai prévu de parler du bail, notamment comment faire un bail aujourd'hui pour les propriétaires et comment surtout faire un bail conforme à la réglementation et surtout les erreurs à ne pas commettre qu'on voit nous au quotidien par rapport aux investisseurs qu'on accompagne. Ok, super. C'est parti. Ok, écoute, ce que je te propose, c'est de partager. J'ai préparé une petite présentation. Je te propose de la partager, et puis on déroule ensemble la présentation sur le bail. Ok, avec plaisir. Donc rapidement, donc moi je suis donc le fondateur de Monsieur Hugo. Je suis un investisseur depuis maintenant plus de 20 ans, et donc à ce titre-là, j'ai été amené à travailler avec pas mal de propriétaires, à travailler notamment sur la mise en place aussi de bails conformes à la réglementation pour les investisseurs à travers notre application Monsieur Hugo. Et donc aujourd'hui, c'est l'occasion de vous partager notamment les erreurs qui sont les plus fréquemment commises par les bailleurs. Et on verra, rédiger un bail, ça ne se limite pas à télécharger un document sur Internet et à l'envoyer à son propriétaire. Il faut quand même il faut quand même l'adapter au locataire, au profil de son bien. Donc, on va en parler dans cette présentation. Alors peut-être Tatiana, rapidement, pour ceux qui n'auraient pas encore eu le temps de regarder la dernière vidéo qu'on avait fait ensemble sur la gestion locative. Donc Monsieur Hugo, qu'on a créé en 2017, est un assistant personnel en gestion locative qui permet notamment aux propriétaires qui ne veulent pas forcément travailler avec des agences immobilières ou ceux qui travaillent avec Excel et qui en ont marre de faire tout à la mano, de pouvoir automatiser toute la gestion administrative, comptable et la collecte du loyer via une seule et même interface. Et puis surtout de pouvoir être accompagné derrière en cas de pépin, soit par 200 juristes qui répondent à toutes les questions et qui traitent les litiges en fait et les impayés des propriétaires, ou bien lorsqu'on a des soucis avec un locataire dans le logement, on peut faire appel à 4900 artisans qui interviennent rapidement chez le locataire. Voilà, qu'on a une prise en charge complète. En effet, D'équipe. j'utilise moi-même Monsieur Hugo pour mes biens. Je crois que j'en ai une trentaine en gestion avec l'application. C'est vrai que c'est très confortable. Étant souvent à distance de mes biens, le fait de pouvoir tout déléguer sur l'application et tout automatiser, ça me fait gagner énormément de temps. Et en plus, je peux déduire tous les frais qui sont beaucoup moins chers qu'une agence, mais je vais pouvoir tout déduire de ma fiscalité immobilière. Donc moi, j'ai fait le choix de passer par Monsieur Hugo pour gagner du temps et j'en suis très satisfaite aujourd'hui. Bon, écoute, super d'avoir des utilisateurs ravis de l'utilisation, surtout toi que tu en as quand même quelques-uns. Donc, je pense que les personnes de ta communauté qui nous écoutent pourront voilà aussi s'en rendre compte par eux-mêmes et tester, s'ils le souhaitent, l'application monsieurhugo.com. Bien sûr, on mettra les liens sous la vidéo dans le descriptif. Et d'ailleurs, je crois qu'il y a une remise spécifique pour ta communauté, effectivement, Tout qu'on à avait fait. négocié ensemble. Tout à fait. Donc pour attaquer le vif du sujet, donc le bail. Donc je t'avais proposé effectivement, Tatiana, qu'on parle du bail. Alors le bail, c'est un document contractuel. Donc c'est pas la partie la plus funky, la plus plaisante dans l'administratif, parce que c'est un document contractuel et ce document est obligatoire, puisque le jour où vous avez un souci, c'est le seul document que vous pouvez ressortir
et tout ce qui n'est pas écrit dans le bail est source de litige. Donc il faut que le bail soit carré, soit conforme à la réglementation, et surtout ça va vous éviter d'avoir des soucis par la suite. On verra par rapport aux différentes erreurs qui peuvent être commises que le bailleur qui ne respecte pas la loi ou qui se met en danger avec un bail pas en bonne et due forme, risque des amendes ou risque des baisses de loyer, ou voire une non prise en charge par l'assureur. Donc c'est un sujet c'est important qu'on puisse l'aborder et qu'on puisse rentrer un peu plus dans le détail aujourd'hui sur ce document-là. Ça veut dire qu'en fait, un bail, c'est pas un document à l'arrache entre deux particuliers. On a des choses bien spécifiques à respecter et des clauses obligatoires à mettre dedans. Oui, c'est effectivement, les propriétaires ont généralement tendance à se dire bon c'est le j'ai trouvé mon locataire, je suis super content. Bon, le bail, c'est voilà, c'est juste une formalité, mais c'est plus qu'une formalité, c'est notamment ce qui va régir la location entre un client et vous. Voilà, quand vous achetez, vous souscrivez un contrat dans une banque ou chez un opérateur de téléphonie, vous avez toujours un contrat et c'est ce contrat-là qui fait foi. Sans contrat, il n'y a pas de location et un contrat qui est mal fait, derrière et ça va vous pénaliser dans votre gestion, voire ça peut vous coûter de l'argent. Ok. Donc pourquoi est-il important de savoir rédiger un bail conforme? Il y a un chiffre qui est assez important, qui a été, une étude qui a été faite par le magazine Capital, qui révèle que 42 des propriétaires reconnaissent avoir eu des litiges à cause d'imprécisions dans leur bail. Donc c'est ce qui veut dire, c'est ce que je disais au tout début, c'est tout ce qui n'est pas écrit dans le bail peut être source de litige, et tout ce qui est aussi mal écrit ou qui n'est pas conforme, peut vous mettre en difficulté. Alors pas uniquement vis-à-vis du locataire, mais aussi vis-à-vis de l'administration, vis-à-vis de l'État notamment qui fixe les règles en fait de la location. Donc on est sur de la location à usage d'habitation sur de la longue durée. On n'est pas sur du saisonnier ni sur du bail commercial, on est sur du bail à usage d'habitation. Et on a remarqué effectivement qu'aujourd'hui, nous, les bailleurs, ils n'ont pas forcément le temps de potasser les lois, ils n'ont pas le temps forcément de comprendre tout ce qui se passe, parce qu'on n'est pas juriste et on n'a pas forcément le temps d'y consacrer. Donc on passe finalement à côté de points importants qui peuvent nous mettre en situation difficile. Alors ce qu'il faut retenir de cette diapositive, de ce slide, c'est qu'effectivement, si demain vous avez un bail non conforme ou le propriétaire qui a un bail non conforme, derrière, à quoi il s'expose? Je pense que c'était important de commencer par ça, de dire voilà, et si jamais j'ai un bail qui n'est pas conforme, qu'est-ce que je risque? C'est quoi le risque que je prends? Donc le risque d'avoir un bail non conforme, premièrement, c'est des sanctions judiciaires, tout simplement parce que le locataire aujourd'hui peut saisir le tribunal d'instance et puis vous faites tout simplement recaler par l'administration judiciaire parce que le bail n'est pas conforme, parce que les loyers que vous avez mis en place ne respectent pas la réglementation. Après, il y a tout un tas d'autres exemples, mais en tout cas, voilà, c'est des sanctions judiciaires, donc il faut gérer. Donc derrière, il faut, ça prend du temps, c'est stressant. Après, concrètement, ça peut se traduire par des amendes administratives allant jusqu'à 5 000 €. Alors typiquement, on le voit écrit, on le voit de plus en plus dans des villes où les loyers sont encadrés. Si vous faites un peu ce que vous voulez et que vous respectez pas la réglementation, tant sur les villes qui sont en zone tendue ou les villes dans lesquelles le loyer est plafonné, clairement le locataire s'il porte plainte, voilà, ça peut vous coûter cher. Et le locataire va porter plainte si on ne respecte pas la réglementation, ça c'est sûr. Et voilà, et ça aujourd'hui, ils sont de plus en plus informés. Il y a tout un tas d'aides juridiques, des associations d'aide donc pour les locataires qui sont là pour les défendre. Et en plus, il y a de plus en plus maintenant, je prends l'exemple à Paris, la mairie de Paris qui met un site en ligne pour les locataires qu'ils puissent déclarer les loyers qu'ils payent. Et ils peuvent vérifier en un clic si le loyer qu'ils payent, il est en conformité avec ce qu'a fixé la ville de Paris. Voilà, donc c'est ultra facile, quoi. En quelques clics, maintenant, le locataire, il peut savoir si vous êtes en règle ou pas. C'est exactement à cette ville que je pensais. C'est vrai que c'est la première à mettre en place toute une série de mesures
pour vraiment inciter les bailleurs à respecter. Et j'invite tout le monde à respecter parce qu'il y a déjà eu des sanctions financières prononcées par les tribunaux à l'encontre des bailleurs. Après, si vous avez pris par exemple une GLI, une garantie loyer impayé, et que votre bail n'est pas conforme ou qu'il a été à moitié fait, bah, typiquement, le jour où vous avez un impayé, vous dites, bah, de toute façon, il n'y a pas de souci, même si le locataire ne paye pas, c'est mon assureur qui va me rembourser. Et ben là, effectivement, si le bail n'est pas conforme, l'assureur va tout simplement vous dire, bah non, vous n'avez pas mis telle clause, et donc je ne vous rembourse pas les loyers. Donc c'est un peu dommage de payer des primes d'assurance si on ne peut pas bénéficier d'une prise en charge par l'assureur. Complètement. Et puis aussi, ça peut se traduire par des baisses de loyer. Donc j'ai un exemple tout à l'heure qui l'illustre bien, notamment, c'est toujours le locataire qui fait remonter l'incident, mais souvent on leur donne raison. Bah, typiquement, sur le bail de location, vous avez mis la surface habitable, c'est obligatoire. Mais bon, vous avez fait ça un peu à la légère, vous n'avez pas vraiment fait mesurer, ou c'était à la louche. Voilà, si vous trompez par exemple dans le loyer, dans la surface habitable, le locataire peut vous demander une baisse du loyer. Et la baisse du loyer est proportionnelle à la surface, au pourcentage d'erreur. Donc ça peut vite, et c'est rétroactif en plus. Oui. Donc financièrement, bah voilà, ça peut vous coûter cher. Un, ça peut vous coûter cher. Deux, ça peut vous faire des baisses de revenus, donc jouer sur votre rentabilité. Et dans le pire des cas, ne pas être remboursé en cas d'impayé. Ok. Voilà, donc tout ça pour dire que c'est quand même le risque est quand même important, et donc c'est important de pouvoir avoir en tête qu'un bail conforme, c'est quelque chose qui est prioritaire lorsque vous mettez en location. Ouais. C'est vraiment le point clé à ne pas négliger pour éviter d'avoir des soucis par la suite. Donc aujourd'hui, quelles sont les difficultés qu'on rencontre lorsqu'on veut rédiger un bail? Alors, j'en ai listé quelques-unes. D'un point de vue, enfin, du côté du propriétaire, c'est de plus en plus difficile, effectivement, parce que la réglementation aujourd'hui évolue constamment. Donc il faut se tenir au courant des nouvelles clauses ou des nouvelles mentions qu'il faut faire figurer, par exemple, sur les actes de caution. Il y a des clauses indispensables qui doivent être incluses dans le bail pour minimiser le risque locatif. Après un bail, même si on arrive à en télécharger un sur le site du gouvernement, la difficulté, c'est pas de trouver un bail, mais c'est de savoir le compléter. Comment je complète le bail? Quelles sont les informations que je dois mettre dedans pour respecter la réglementation? Donc il y a le modèle de bail, mais après c'est savoir le remplir. Il y a pas quelqu'un derrière, un diagnostic à fournir. Donc c'est important que vous les ayez à jour, et que notamment vous ayez aussi d'autres annexes qui sont intégrées dans le bail pour cause de nullité, tout simplement. D'accord. Voilà, donc c'est quand même assez complexe en fait, puisque c'est lié à la réglementation qui évolue tout le temps, et globalement, voilà, ça fait peur en fait. On a toujours peur de se tromper parce qu'on connaît pas la réglementation, on n'est pas juriste, et donc cette peur de se tromper, aujourd'hui, c'est quelque chose qui est ressenti par les bailleurs avec qui on travaille, qu'on soit débutant ou même expérimenté, parce que quand on est expérimenté, on se dit, je vais utiliser mon bail, ça fait 10 ans que je l'utilise, j'ai jamais eu de soucis, donc j'ai fait du copier-coller. Oui, mais entre-temps, la réglementation a changé, donc il faut peut-être changer certaines mentions, il faut peut-être rajouter d'autres clauses. Donc voilà, c'est pas suffisant de vivre sur ses acquis sur un bail qu'on a pu récupérer ou mettre à jour il y a 10 ans. Voilà, il faut en permanence le faire évoluer. Oui, en fait, la réglementation évolue tout le temps et maintenant, on aurait presque besoin d'un avocat ou d'un notaire à chaque fois pour rédiger le bail, pour être sûr qu'il soit conforme. Et en plus, il faudrait aussi que le professionnel qui intervient puisse ajouter les clauses qui vont être un peu plus spécifiques à ce que voudrait le bailleur. Moi, je sais Oui. que quand je fais mon bail, on a un document type avec Monsieur Hugo, on a un bail qui est déjà fait, qui est mis à jour régulièrement, mais j'ajoute toujours certaines clauses parce que j'ai eu l'expérience ou parce que je sais que maintenant je veux que ça se passe comme ça, et du coup c'est personnalisé à mon fonctionnement à moi. Donc il faut trouver le professionnel qui connaît la jurisprudence et aussi celui qui va écouter le bailleur pour la rédaction du bail. Donc c'est un peu compliqué quand même à mettre en place et en plus ça a un coût.
Oui, alors effectivement, tu parlais d'un bail, en passant par des avocats ou tu as les bails notariés aussi. Donc effectivement, c'est un nous, on a quelques bailleurs effectivement qui passent par ce type de solution, alors ultra sécurisante, mais parce qu'ils ont des soit des profils atypiques, soit ils ont des profils de location ou même la façon dont ils détiennent les biens peut être, atypique. Donc effectivement, ça peut valoir le coup dans certains cas, quand on sort un peu des sentiers battus ou qu'on veut vraiment, remettre au carré et avoir quelque chose de ultra personnalisé, de passer par un juriste, un professionnel en fait de l'immobilier pour, euh, pour avoir quelque chose de beaucoup plus carré, quoi. Oui, aussi alors moi, je le conseille à ma communauté pour tout ce qui est bail commercial, parce que le bail notarié a un titre exécutoire et dans ces cas-là, ben, on sait qu'on va finir par être payé. Par contre, si on a un bail standard, bah, le commerce, s'il se met en faillite ou en liquidation, il va d'abord payer toutes ses dettes avant de rembourser son bailleur et le bailleur verra jamais la couleur. Donc c'est vrai que pour ce type de bail, moi je recommande toujours de prendre un bail notarié. Mais après, pour le reste, clairement, si on a un bail conforme, il n'y a aucun problème à prendre un bail chez Monsieur Hugo. Tout est parfaitement bien ficelé. Donc effectivement, là, comment dire, donc la difficulté vient surtout de la réglementation. Je crois qu'on a la réglementation la plus compliquée en France pour la location. Mais bon, voilà, donc c'est un fait, c'est un constat. En plus d'être compliqué pour les propriétaires, aujourd'hui, la loi est toujours plus en faveur des locataires que des propriétaires. La loi ne mettra jamais facilement dehors un locataire, mais on le voit avec des dispositifs comme Visa ou autres, ils cherchent vraiment à faciliter en fait l'entrée dans les lieux des locataires. Et les lois, voilà, on sait très bien que c'est très difficile d'expulser un locataire aujourd'hui. Et donc, ce qui fait que pour le propriétaire, c'est d'autant plus compliqué parce que les lois ne jouent pas en sa faveur, quoi. Euh, donc Oui. ça, il faut en tenir compte aussi, quoi. Heureusement, on a plein de choses maintenant pour se protéger et quand tout est bien ficelé, en règle générale, on n'a pas de soucis. Ouais, ça c'est vrai. Ouais, donc voilà, il faut vraiment y passer du temps. Donc là, on va rentrer dans le vif du sujet. Donc j'ai fait alors c'est pas exhaustif, mais en tout cas, j'ai préparé en fait 6 cas, 6 erreurs notamment qu'on voit régulièrement. Donc c'est des erreurs effectivement qui sont commises par des propriétaires lorsqu'ils rédigent un bail de location. Donc là, je vais vous les partager. Donc si vous êtes amené demain à faire un bail de location, voilà, vous pourrez vérifier la checklist des erreurs à pas commettre pour au moins à minima aller sur un bail conforme. Alors, la première erreur, c'est de se dire je vais fixer librement mon loyer. Alors, effectivement, la réglementation aujourd'hui, d'une manière générale, elle vous permet, lorsque vous avez un logement, de fixer le loyer. Il n'y a pas, y a pas une grille qui vous dit voilà, en fonction du logement ou de la surface, etc. C'est quoi le loyer? Donc, c'est bien le propriétaire qui peut fixer son loyer. Par contre, au fil du temps, il y a eu des exceptions qui sont arrivées et il y en a de plus en plus des exceptions. Et c'est ces exceptions-là qu'il faut avoir en tête. Euh, donc là, je vous rappelle effectivement les risques encourus si vous fixez librement votre loyer parce que vous ne répondez pas à ces exceptions. Donc bon, là, on en a parlé tout à l'heure. Bon, c'est des amendes qui peuvent aller jusqu'à 5 000 euros, c'est des baisses de loyer et surtout c'est de devoir rembourser le trop perçu de loyer. Donc si demain vous fixez un loyer un peu au pif sans regarder ce qui se passe dans votre ville, puisque la fixation du loyer dépend de la ville où est situé votre logement, le locataire peut très bien porter plainte et vous demander à baisser le loyer et en plus à vous rembourser. Vous devez lui rembourser le trop perçu. Et ça, c'est depuis le début du bail. Donc ça peut remonter. Si ça fait euh, 10 ans qu'il est là, ça peut coûter cher. voilà, ça peut faire une ardoise assez salée. Donc là-dessus, pour fixer le loyer, en fait, il y a deux choses à savoir. En fait, c'est savoir si votre bien est situé dans une zone tendue. Alors, les zones tendues, ce sont les villes en fait où il y a un déséquilibre entre la demande et l'offre. Et donc, l'objectif du gouvernement, c'est d'éviter d'avoir une inflation en fait des loyers vers le haut. Parce qu'on le sait, quand il y a
peu de produits à vendre et qu'il y a beaucoup d'acheteurs, bah, finalement, ce que font les vendeurs, c'est qu'ils mettent un prix de plus en plus élevé. Donc ça, le gouvernement veut pas qu'il y ait une surenchère des loyers et finalement que ce soit les propriétaires qui se disent, bah, j'ai 50 demandes pour mon bien, je vais prendre celui en gros, me donnera le loyer, le plus fort loyer. Voilà, c'est pas Donc ça une. veut dire que nous, bailleurs, donc à titre privé, on consomme en France en fonction de l'offre et de la demande, mais nous, on a un business qu'on veut faire tourner, on n'a pas le droit de profiter de ce système de l'offre et de la demande. Oui, exactement. C'est pas un système d'enchères, voilà, c'est un système qui est quand même régulé. Et donc voilà, ce qu'il faut faire, c'est dans un premier temps, c'est de vérifier si votre logement est en zone tendue ou pas. Alors, pour le faire, c'est très simple, hein. Vous allez sur le site du gouvernement. Donc là, je vous ai mis le lien service public. Et ils ont un petit outil là en ligne. Vous rentrez tout simplement le code postal de votre ville. Vous validez et en temps réel, ça vous dit si vous êtes en zone tendue ou pas. Donc là, dans l'exemple, j'ai pris Suresnes. Donc Suresnes est en zone tendue. Vous mettez votre ville et vous le vérifiez. Donc il y a 2 cas de figure. Soit votre ville, l'outil en ligne du service public vous dit, voilà, vous n'êtes pas dans une zone tendue et à ce moment-là, si vous n'êtes pas en zone tendue, vous pouvez fixer votre loyer. Bon, après, il y a des limites, hein. Il faut que votre loyer soit dans le marché ou que votre loyer soit, enfin, ou votre logement, vous l'ayez refait à neuf, donc vous pouvez vous positionner un tout petit peu au-dessus du prix de marché. Et dans l'autre cas où vous êtes en zone tendue, bah, à ce moment-là, vous ne pouvez pas fixer le loyer. Donc la règle, c'est que le montant du loyer pour le nouveau locataire, parce que là on parle bien de la remise en location, donc pour le nouveau locataire, doit être égal au loyer du précédent locataire. Donc ça, c'est la règle générale. Et après, il y a encore des exceptions. C'est Alors, jamais binaire. ça, c'est valable pour les zones tendues. Mais si j'ai un logement qui n'est pas en zone tendue et que entre deux locataires, je veux augmenter mon loyer, est-ce que je suis libre de le faire? Oui, quand tu n'es pas en zone tendue, la réglementation dit que tu peux fixer ton loyer comme tu le veux. Voilà. Après, vu qu'on est quand même dans un système d'offre et de demande, si tu as un logement, ton logement que tu le mets à un prix qui est 2 fois plus cher, le loyer est 2 fois plus cher que le marché, bon, globalement, tu auras personne. Tu auras personne qui va te prendre ton Oui. logement. Donc il faut quand même rester dans la moyenne des prix du marché. Tu peux être dans la moyenne haute si ton bien, tu viens de le refaire, il est tout neuf, si il est en meublé, si tu as un équipement sympa, si tu as un parking, si tu as une belle vue, une terrasse. Donc là, tu peux peut-être le mettre un peu plus, mais bon, il faut rester quand même dans la moyenne du marché si tu veux le louer rapidement. Après, tu peux le mettre à 2 fois au-dessus du prix du loyer, mais tu n'auras personne. Donc ça, c'est voilà, ça c'est la loi de l'offre et de la demande. Et dans les zones tendues, donc il y a des exceptions, il y a de nombreuses exceptions qui permettent de se dire finalement mon nouveau loyer, il va pas forcément être exactement égal au précédent locataire. Donc ça dépend de la date de la dernière mise en location, ça dépend si tu as fait une augmentation récente ou pas, ça dépend si tu as fait des travaux, ça dépend de la date des travaux, du montant des travaux, ça dépend aussi de la nature des travaux que tu as faits. Donc il y a tout un tas de paramètres en fait qui sont jetés comme ça pêle-mêle dans les textes de loi. Et si tu es en zone tendue, mais que tu as fait des gros travaux récemment, bah, tu as le droit finalement à proposer un loyer qui est un peu plus élevé que celui de ton précédent locataire. Ok. Mais voilà, il faut quand même rester dans ces exceptions-là. Donc, j'ai pas détaillé ces exceptions parce que c'est relativement long. Par contre, je t'ai remis le lien là où j'ai rédigé un guide, un livre en fait notamment sur le bail, où j'explique toutes ces exceptions. Mais comme c'est assez long, j'ai pas voulu en parler ici. Mais en tout cas, sachez qu'il y a des exceptions et qui vous permettent de grappiller un peu plus sur le loyer si vous êtes en zone tendue. On mettra le lien sous la vidéo également pour que vous puissiez le télécharger. Donc le deuxième cas, c'est si ton logement est situé dans une ville où le loyer est plafonné. Alors ça peut paraître ahurissant, mais le gouvernement, dans certaines villes, va t'imposer ton loyer. Et le loyer va être fixe, va être déterminé en fonction de la surface de ton bien.
Donc en gros, si tu as une surface de 20 mètres carrés, on va te dire, ah voilà, bah, pour 20 mètres carrés, le loyer max, c'est ça. Et tu n'as aucune marge de manœuvre. Et donc ça a été mis en place dans les très grandes villes. Donc là, pareil, vous pouvez de nouveau retourner sur le site du service public. Donc là, c'est chaque ville, en fait, c'est le préfet qui va décider enfin, en tout cas, qui ont fait la demande plutôt. Chaque ville fait la demande donc à l'État. Voilà, par exemple, la ville de Paris a dit voilà depuis le début, nous à Paris, on veut plafonner les loyers parce que on en a marre d'avoir des loyers qui flambent et donc les gens ils peuvent plus se loger. Et donc ils ont plafonné les loyers. Après, il y a de plus en plus de villes, hein. Donc là, je vous ai mis un extrait en fait qu'on retrouve sur le service public. Il y a Paris, il y a Lille, il y a l'Homme, il y a en région parisienne, il y a à Montpellier. Voilà. Au fil de l'eau, en fait, tu as de plus en plus de villes. Donc là, tu as Bordeaux aussi qui s'est mis. Et tu vois, c'est écrit en clair. Tu n'as même pas besoin d'aller chercher les textes de loi. Et la première chose qu'on te dit, voilà, si tu respectes pas ça, tu as une amende. Tu peux avoir une amende qui va jusqu'à 5 000 euros ou 15 000 euros si tu es une personne morale. Donc tu vois, maintenant, ça commence à devenir vulgarisé sans faire des recherches et sans se palucher tous les textes de loi. On te dit clairement, si tu respectes pas la réglementation, voilà la taxe que tu dois payer. Et j'imagine qu'il y a de plus en plus de villes en fait qui viennent s'ajouter à cette liste. Oui, il y a de plus en plus de villes qui font la demande. Alors le process, c'est que la ville fait la demande. Donc généralement, c'est le maire qui fait la demande parce que il se dit bah dans cette ville-là, dans ma ville, c'est plus possible. Les gens ils peuvent plus se loger, ils sont obligés d'aller en périphérie et donc finalement on va avoir une ville fantôme. Donc c'est eux qui en font la demande. Ils montent un dossier, c'est soumis au ministère et ensuite lorsqu'ils ont l'approbation de l'État, et ben effectivement, donc là tu prends Bordeaux par exemple, depuis le 15 juillet 2022, bah, Bordeaux a eu l'autorisation de faire partie des villes où le loyer était plafonné. Ok. Donc ça, si tu le sais pas, si tu suis pas la réglementation, bah tu passes à côté clairement. Et le locataire, lui, il suffit qu'il soit au courant, il se dit bah tiens, ton loyer est bien au-dessus du plafond autorisé, donc ça peut te porter préjudice. Ouais, ça peut coûter très cher. Voilà, donc pensez à vérifier, donc ça c'est pour la remise en location, pensez à vérifier effectivement sur le site de l'État, toutes les informations sont sur le site de l'État. Donc là je vous ai mis un exemple concret, ce qui se passe sur Paris, mais vous avez la même portail à Bordeaux, à Montpellier, chaque ville qui met en place le plafonnement des loyers, elle doit communiquer donc à l'usager, donc au propriétaire, bah, le loyer. C'est quoi le prix du loyer? Donc vous rentrez. Donc là, dans l'exemple, j'ai rentré l'adresse du bien, j'ai mis la surface, donc c'est un 20 mètres carrés sur Paris 11e, et on voit que le prix maximum que je peux mettre, c'est 778 euros. Je ne peux pas dépasser la somme. Et là, il suffit de se référencer au loyer. Donc, il y a un loyer de référence minoré à 22,70 euros le mètre carré, un loyer de référence à 32,40 euros et un loyer de référence majoré, c'est celui-là qu'il ne faut pas dépasser, à 38,90 euros. Donc là, c'est facile, vous prenez le 38,90 euros, vous multipliez par la surface de votre bien et vous avez le loyer max. Ok, j'imagine que tout le monde du coup doit se mettre au loyer max. Oui, alors effectivement, c'est le max du max, donc il y a un écart de 20% entre le loyer de référence et le loyer max. Tu peux pas aller au-delà. Alors après, par rapport à ce contexte qui pénalise finalement, qui nous pénalise nous les investisseurs et les propriétaires, il y a des petites subtilités qui vous permettent dans certains cas de demander ce qu'on appelle un complément de loyer. Donc le complément de loyer, ça vous autorise à demander par exemple 100 ou 150 euros de plus par rapport aux 778 euros. Mais ça, c'est si vous pouvez les justifier. Par exemple, si votre logement a un balcon où il n'y a pas de vis-à-vis, s'il y a un élément en fait tangible que vous pouvez expliquer qui fait que votre logement sort du lot, parce que là, les 38,90 euros, c'est une moyenne qui est faite sur les logements. Après, tous les logements ne se valent pas. On peut avoir des logements qui sont moyens, d'autres qui sont plutôt haut de gamme et d'autres qui ont des très belles vues ou des annexes complémentaires. Voilà, donc ça, si vous êtes en capacité de pouvoir l'expliquer, il faut le mettre dans le bail. Donc ça, c'est une obligation.
ce qui vous permet de justifier un complément de loyer. Et là, il n'y a pas de règle. C'est-à-dire qu'il n'y a pas un texte de loi qui dit, voilà, le complément de loyer, il est maximum de tant d'euros par mois, il est basé sur tel ou tel critère. Après, c'est laissé à la libre appréciation du juge. Si jamais le locataire porte plainte, bah voilà, il va porter plainte devant le tribunal d'instance et là, à ce moment-là, il y aura un juge qui va statuer. Donc, vous soyez capable d'expliquer pourquoi vous avez demandé une augmentation, un complément de loyer. Oui, le problème, c'est ça. C'est que là, du coup, on peut le faire, mais quelque part, ça a nos risques et périls parce que ça va être à l'appréciation d'un juge qui ne va pas forcément se référencer à une loi vu qu'il n'y en a pas. Et on sait que quand même, les magistrats, tout ça, sont plus souvent en faveur des locataires que des bailleurs. Oui, voilà, donc ça, c'est une situation en France. Donc voilà, donc il faut être prudent, il ne faut pas se dire on peut tout faire. Voilà, il faut vraiment que ça soit pensé, mais voilà, sans vouloir être trop gourmand. Mais en tout cas, il y a une option de le faire, mais voilà, il faut quand même être prudent. Donc la deuxième erreur, en fait, c'est de surestimer la surface du bien loué. Alors, tu me diras, mais bon, enfin, on s'en fiche, quoi. Le locataire, il prend le bien, il prend le bien par rapport à ce qu'il a visité, à ce qu'il a vu, à l'équipement, etc. Mais la surface du bien se retrouve dans le contrat de location. Oui. Et vu que le contrat, c'est ce qui régit la relation commerciale que tu as avec ton locataire, eh ben, il faut que la surface y figure et que tu ne mettes pas de fausses informations. Si tu as une surface de 25 mètres carrés alors que tu as un studio qui en fait 19, si le locataire porte plainte, il peut t'assigner devant les tribunaux et là, il peut te demander à baisser le loyer et c'est ce qui va se passer. Ils vont te demander de baisser le loyer parce que tu t'es trompé, volontairement ou non, mais en tout cas, la surface qui est indiquée dans le bail, elle n'est pas bonne. Et on peut te demander à rembourser le trop perçu. Parce que finalement, dans le contrat, on te dit, voilà, c'est une surface de X et toi, le locataire a une surface beaucoup plus petite, donc il est en droit de réclamer une différence. Ok. Alors là, en termes de... Voilà, je vous ai remis un peu on parle de surface habitable, donc pour de la location. Donc la surface habitable, si elle est inférieure de plus de 5% à celle indiquée dans le bail, le locataire donc, peut exiger une diminution du loyer, proportionnelle à l'écart constaté. Et Donc on a une petite marge alors quand même. On n'est pas au mètre carré précis. Voilà, tu as une tolérance de 5%, mais on va voir, là, j'ai fait un petit exemple, ça va vite. Tu vois, dans l'exemple que j'ai mis, donc tu as un locataire mesure une surface du logement à 29 mètres carrés, alors que le bail mentionne 33 mètres carrés. Tu vois, là, tu as déjà un 12% de différence. Et donc, le loyer, si tu avais un loyer à 1000 euros, tu vas devoir baisser de 12% le montant du loyer. Donc, tu vas devoir le passer de 1000 à 880 euros. Ok. Voilà, donc effectivement, après, vu que c'est un ratio, c'est 5% d'écart, donc tu as une petite marge d'erreur, mais elle est minime. Ouais, évidemment. Et du coup, toi, tu conseillerais plutôt de mettre sur quelqu'un qui n'est pas sûr, tu sais, les mètres laser d'un mètre à l'autre, il y a des petites variations, machin. Il y a les trémies d'escalier, les trémies de fenêtre. Pour quelqu'un qui n'est pas sûr, tu conseillerais plutôt de mettre 1 ou 2 mètres carrés en moins pour être sûr de ne pas avoir de soucis, ou vraiment on se cale sur la surface qu'on mesure et cette tolérance, en fait justement c'est par rapport au manque de précision qu'on a mis une tolérance de 5%. J'imagine qu'en province, si on enlève 1 ou 2 mètres carrés, c'est moins grave qu'à Paris, Paris-Centre. Oui, effectivement, si tu n'es pas trop sûr des mesures, autant diminuer un peu la surface. De toute façon, le locataire qui a visité le bien, s'il prend ton bien, il le prend tel quel parce qu'il a apprécié, il va s'y sentir bien. C'est pas parce qu'il y aura 1, 2 ou 3 en moins ou en plus, à la limite, pour lui, ce qu'il prend, si tu as dit oui, je prends le logement, c'est parce que le bien lui convient. Donc, même si sur le bail, tu mets un peu moins en mètre carré, bon, moi, tu minimises les risques. Mais il vaut mieux mettre moins que plus, parce que si tu mets plus, et que tu tombes sur un locataire un peu pointilleux, il risque de te prendre la tête, quoi. Et donc pour ça, ce qu'on peut faire, si on n'est pas sûr, il va se faire appel à des diagnostiqueurs, hein, c'est leur boulot de faire des diagnostics et de mesurer le logement. Et donc pour ça, il y a tout un tas de polémiques sur les diagnostiqueurs. Il y en a maintenant, tout le monde
il y a beaucoup de plus en plus de diagnostiqueurs. Ce qu'il faut savoir, c'est que l'État a référencé des diagnostiqueurs certifiés de qualité par ville. Donc, si vous cherchez un diagnostiqueur, j'ai mis l'URL là, c'est Diagnostiqueur Développement Durable. Donc, c'est le site du gouvernement. Et là, vous indiquez votre ville et puis il vous propose des diagnostiqueurs qui sont référencés par l'État. Donc, on peut se douter qu'on va tomber sur des diagnostiqueurs des bons diagnostiqueurs, quoi. Oui, parce que maintenant, même si on a un diagnostic, il est opposable et le locataire peut aussi demander à refaire un calcul. Et là, s'il arrive sur un calcul différent, bah, il peut aussi nous attaquer, même si on a fait passer un diagnostiqueur. Il peut engager quand même la responsabilité du bailleur. Et après, c'est le bailleur qui devra se retourner contre son diagnostiqueur. Ouais, Donc, tout à fait. Donc, il vaut mieux un diagnostiqueur qui tient la route, quoi. voilà et puis tu fais appel à un professionnel de l'immobilier, donc tu peux te retourner contre lui, il a des assurances, voilà, il a une responsabilité civile, donc voilà, donc c'est quand même mieux de faire appel à un professionnel parce que derrière, en cas de souci, tu un peu plus de sécurité. Hem, Après là, dans le tableau, j'ai bien précisé que on parle de surface habitable et pas de surface, donc ce qu'on appelle la surface boutin. Donc ça, c'est pour la location, parce que les gens, ils ont plus en tête la surface, enfin les surfaces qu'on appelle les surfaces carrées quand tu achètes. Donc il y a certains éléments qui ne sont pas comptés dans le Carrez et d'autres qui ne sont pas comptés dans le surface habitable. Donc en gros, c'est la loi Carrez, quand tu vends, c'est ça qu'on met dans l'acte du notaire, la surface Carrez. Et quand tu veux mettre en location, donc quand tu loues ton appartement, on parle de surface habitable, donc la surface, on appelle la loi Boutin. Et donc il y a des éléments, notamment, qui ne sont pas comptés dans la surface habitable. Donc, ça, c'est plus Ok. pour un rappel, pour pas compter des balcons, par exemple, ou des caves ou des annexes qui figurent pas qui sont pas à compter. D'accord. Donc la troisième erreur, en fait, c'est d'oublier la clause la plus importante du bail. Bon, toi, je pense que tu dois la connaître. Je l'ai mis entre parenthèses, c'est la clause résolutoire. Alors c'est la clause la plus importante. Pourquoi? Parce que si tu la mets pas et que, par exemple, tu souscris à une GLI, si tu as pas de clause résolutoire, l'assureur va te dire: «Bah non, désolé, en cas de souci, donc en cas d'impayé, l'assureur ne va pas t'indemniser». Et ça, il le vérifie pas en amont, quoi. L'assureur te fait confiance. Aujourd'hui, les assureurs, ils te laissent la main. Ils disent: «Voilà, vous montez le dossier locataire, vous avez fait votre bail, tout est propre». Et puis dans les petites lignes, tu as tout un tas de petites lignes qui te disent: «Voilà, si tu as pas fait ça, 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 si tu as pas mis telle et telle clause, et ben demain, on va pas te rembourser les loyers». Donc ça, Ok. généralement, les gens, ils le savent pas. Donc ça, c'est la première raison. Tu n'es pas remboursé si tu as pris une GLI. Et la deuxième raison, si tu n'as pas mis de clause résolutoire, c'est que tu peux pas résilier facilement le bail. Pourtant, on pourrait se dire, le bail, c'est un contrat avec des conditions. À partir du moment où une des parties ne respecte pas les conditions, on peut se dire légitimement, bah, on peut résilier le bail sans problème, vu que l'autre partie n'a pas respecté son engagement. Donc cette clause, elle est super importante en fait, parce que c'est là qu'on s'aperçoit, bah, encore une fois, que la législation va être plus en faveur des locataires que des bailleurs. Ouais, c'est effectivement dans un contrat commercial, tu as toujours un paragraphe sur la clause de résiliation. Bon, là, en l'occurrence, ici, c'est la clause résolutoire. Et donc là, j'ai remis la définition pour ceux qui se demandent, mais c'est quoi ce truc? C'est quoi cette clause résolutoire? Donc ça permet de résilier le bail en cas de non-respect des obligations de locataire. Donc, en gros, si le locataire ne vous verse pas le dépôt de garantie, si il ne souscrit pas une assurance habitation, donc ça c'est obligatoire pour les locataires, mais il y en a plein qui disent: «Oui, oui, j'ai souscrit», ou ils ne la renouvellent pas, donc ça peut être un motif pour résilier le bail. Bien sûr, ils payent pas le loyer ou ils payent pas les charges, donc ça c'est le non-paiement du loyer. Et s'ils font un usage non paisible du logement qui engendre des nuisances sonores ou des troubles du voisinage. Donc ça, c'est des raisons valables si le locataire ne les respecte pas, vous pouvez résilier le bail. Et s'il n'y a pas cette clause résolutoire, les démarches en justice pour résilier un bail qui n'a pas de clause résolutoire, vous prenez perpète parce que c'est extrêmement long.
parce que le fait d'avoir cette clause-là, ça permet d'accélérer, entre guillemets, et d'avoir formalisé en fait tous les process qui peuvent avoir lieu derrière en justice. C'est Voilà, déjà donc compliqué, c'est déjà très long de résilier un bail quand on a la clause. Alors quand on ne l'a pas, j'imagine même pas. Et c'est vrai que quand on veut activer la GLI, c'est la première question qui est posée. Votre bail contient-il la clause résolutoire? Donc il faut vraiment, si vous le savez pas ou si on vous a transmis le bail parce que vous avez acheté un logement déjà loué, bah, prenez le temps de récupérer le bail et de regarder, ce qui figure sur le bail. Donc la 4e erreur, c'est, d'ajouter des clauses abusives à votre bail. Alors ça, c'est quelque chose qui est assez, où il y a beaucoup de laisser-aller. Donc on a un cadre législatif qui fixe les règles de la location. Après, c'est vrai il peut être complété par d'autres clauses, mais les clauses que vous ajoutez, faut qu'elles soient non abusives. Sinon, le locataire pourra tout simplement vous dire, bah, c'est une clause abusive et donc elle est, euh, elle est nulle. Enfin, la clause ne s'applique pas, quoi. Typiquement, les clauses abusives les plus fréquentes que tu as rencontrées, tu as des exemples? Ouais, alors j'en ai listé quelques-unes. Typiquement, obliger le locataire à souscrire une assurance auprès d'une compagnie que tu as choisie. Alors, tu peux pas imposer le choix d'une compagnie d'assurance. Tu peux pas obliger le locataire, obligé par avance à des remboursements sur la base d'une estimation faite uniquement par vous au titre des réparations locatives. Donc tu peux pas lui dire voilà, on va anticiper, des futures réparations, on va, prévoir un montant de remboursement. Tu peux, pas non plus prévoir le renouvellement ou la reconduction automatique du bail pour une durée inférieure à 3 ans. Donc ça, c'est si tu fais si tu fais du nul, donc tu vois la durée. Après, il y a souvent des propriétaires qui veulent mettre un peu la durée qu'ils veulent parce que ça les arrange, parce que ils ont besoin de récupérer leur bien à tout prix pour les JO parce qu'ils veulent passer en location saisonnière, par exemple. Bah, ça, tu peux pas mettre la durée que tu veux, hein, tu peux pas l'écrire dans le bail. Tu peux pas non plus lui dire, voilà, que tu vas lui faire payer le frais de gestion si tu gères ton bien par toi-même. Donc tu peux pas lui dire, voilà, si tu me demandes une quittance, bah, la quittance, moi, ça me coûte de l'argent, il faut que je te l'envoie. Ceux qui l'enverraient, on va dire à l'ancienne par la poste, tu peux pas lui refacturer l'envoi d'une quittance. Tu peux pas non plus lui refacturer des frais pour l'état des lieux. Même si tu les as sous-traités, enfin si tu fais à titre personnel, tu peux pas le faire. Et tu peux pas non plus ajouter d'autres motifs pour résilier le bail. Exemple, si tu te dis, bah voilà, si demain vous avez un animal de compagnie, genre un chat ou un chien, je résilie le bail. Bon, tu peux pas. Voilà, donc la résiliation elle est quand même super encadrée. Tu peux pas non plus lui interdire d'héberger des personnes qui vivent pas habituellement avec lui. Voilà, après, le bail il est construit avec le locataire. Si demain il vit avec son concubin, bah, tu peux pas lui dire bah non, ça marche pas. Bon, j'ai pas tout listé, mais effectivement, ces clauses abusives, la définition d'une clause abusive, c'est une clause qui va créer au détriment du locataire un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties du contrat. En gros, si la clause que tu écris est amenée à léser le locataire, bon, ça va être retoqué par un juge si demain le juge instruit le contrat avec cette clause. Ok. La 5e erreur, donc alors ça c'est assez régulier. Les gens qui veulent souscrire une GLI qui se disent bon bah en plus je vais prendre un garant. Donc là encore il y a des exceptions, mais la règle c'est que tu ne peux pas cumuler un garant et une GLI. À une exception près, on verra après, mais d'une manière générale tu ne peux pas le faire. Et si tu le fais, tu te dis bah voilà, lors de la mise en location, le locataire m'a proposé un garant. Et puis 8 mois après, tu dis oh bah tiens finalement j'ai un peu des doutes, le locataire il paye un peu quand il veut, je vais prendre une GLI. Donc si tu souscris la GLI alors que tu as déjà un garant, donc tu as un acte de caution solidaire, euh,
bah, le jour où tu auras un impayé, l'assureur ne va pas te rembourser tes loyers parce que tu auras cumulé les deux. Ok. Donc ça, il faut y faire aussi attention. Et donc, l'exception dont je te disais, la seule exception où tu dois avoir un garant, c'est si le locataire, il est étudiant ou apprenti. Là, tu peux ajouter enfin, tu peux même, et même c'est surtout demandé, tu peux mettre un garant. Mais si tu prends, admettons, tu prends un locataire, il n'est pas éligible à une GLI ni à la garantie Visale, donc tu te dis, ben, je vais prendre un garant physique. Et si je sais que quand il n'y a pas de problème d'impayé, au bout de 6 mois, ils sont éligibles à une GLI. À partir du moment où tu as signé avec un garant physique, tu ne pourras pas dans 6 mois souscrire à une GLI pour ce locataire. Non, tu peux parce que tu as un acte de caution solidaire qui est en place. Alors après, il faudrait voir dans quelles conditions on peut résilier, on peut mettre fin à un acte de caution solidaire. Mais non, mais voilà, si l'assureur, le jour où tu as un souci, te dit: «Bah non, madame, vous avez déjà un garant», il le saura de toute façon. Bah, il va te dire tout simplement: «Bah, tu peux pas cumuler les 2. Donc soit il faut résilier l'acte de caution avant, en tout cas, il faut faire le nécessaire pour que au moment où tu souscris à la GLI, tu n'aies pas un garant, actuel qui se porte caution pour le locataire. Ok. Et donc en plus, ce que tu dois mettre dans le contrat de location, que le locataire, en l'occurrence, si c'est étudiant ou apprenti, tu dois écrire que c'est un étudiant ou c'est un apprenti. Et donc effectivement, tu demandes un garant, à côté. Et Donc une autre question, si je prends un locataire qui est éligible à la garantie Visale, au bout de 6 mois, je résilie la garantie Visale, est-ce que je peux souscrire la GLI? Mais dans ces cas-là, ça voudrait dire qu'il ne faut pas marquer Visale dans le contrat. Oui, bah, pareil, hein, tu peux pas cumuler GLI et Visal. Donc si Visal, tu peux résilier Visal, hein, parce que tu peux en faire la demande. Bah, si tu résilies Visal, bah, demain, tu peux effectivement prendre une nouvelle GLI. Voilà, mais il faut pas que tu en aies 2 actifs en même temps. Enfin, 2 systèmes de garantie actifs en même temps. Ça, c'est l'un ou l'autre, mais pas les 2 en même temps. Et donc enfin la dernière erreur en fait, on le voit ça souvent dans les locations, meublées, bah, des propriétaires qui se disent: «Bon, bah, c'est une location meublée, je vais mettre, 2-3 meubles et puis ça ira. Comme ça me permet de mettre mon logement en meublé, de bénéficier du statut du loueur en meublé», donc avec l'avantage fiscal, l'abattement, à 50 qui est beaucoup plus intéressant, de pouvoir avoir un bail que sur 1 an, donc il y a tout un tas heu, d'avantages à faire du meublé. Mais effectivement, si tu t'as mis un canapé, une table et une chaise, bah, c'est pas suffisant. Et le locataire, donc c'est quoi le risque que tu encours? Bah, toujours pareil, si le locataire porte plainte, bah, le locataire pourra saisir le tribunal d'instance pour faire requalifier ton bail meublé en nu. Alors là, c'est la catastrophe parce que, bah, ton bail meublé, il sera transformé automatiquement en bail nu et donc tu perds tous les avantages, du meublé. Et voilà, donc si tu avais fait le choix d'investir un dans une situation, enfin dans un meublé et que tu avais mis en place ton statut LMNP, que tu avais mis au carré ta fiscalité, qu'au final, tu es obligé de repasser en nu, bon, tu peux faire à mon avis la gueule, c'est pas très, C'est clair. c'est pas très sympa comme, Et il y a situation. des contrôles hein, du fisc aussi de temps en temps sur la location meublée, hein. Ouais, et donc c'est pour ça qu'ils ont fixé, on va dire il y a un équipement minimum qui est, demandé par la loi. En gros, on te dit voilà, pour que le logement soit meublé, heu, il faut que le locataire puisse, y dormir, y manger, y vivre convenablement. Donc il faut bien sûr qu'il y ait, bah, une cuisine, qu'il y ait des assiettes, des verres, des cuillères et cetera, un lit, une table, une chaise, voilà. Enfin tout ce qu'il faut pour tu amènes tes valises avec tes fringues et tu peux vivre dans le logement. Ouais. Après les options, il y en a qui mettent une télé en plus, qui mettent, un abonnement internet. Bon, ça c'est du plus, c'est du gras, mais il faut vraiment le minimum, sinon le locataire peut requalifier le logement, quoi. D'accord. Donc voilà, donc là, il y a le lien, si vous voulez avoir la liste exhaustive de tout ce qu'il faut mettre, il y a le décret qui précise exactement la liste des meubles indispensables à avoir. Ok, super. Bon, bah c'est simple, au moins tout est écrit. Il suffit de suivre la liste. Voilà.
Voilà, donc ça c'est important parce que c'est souvent on n'y fait pas gaffe et puis il suffit de tomber sur un locataire qui vous casse les pieds et ça peut vous pénaliser, quoi. Et donc ensuite, effectivement, il faut fournir la preuve que vous avez fait un meublé, enfin, que vous êtes en meublé, et donc ça passe par l'inventaire. Donc ce qu'on demande, c'est l'inventaire de meubles, et l'inventaire de meubles, c'est le document que tu signes toi avec ton locataire, et c'est là que tu fais la liste. Donc si ton inventaire il est pas complet, bah, c'est là que tu peux te faire retoquer, quoi. D'accord. Et donc, c'est un document à ajouter, c'est une annexe au bail, en fait. C'est une annexe à l'état des lieux d'entrée, effectivement, que tu dois mettre obligatoirement. Et si tu mets pas, bah, le locataire peut dire que tu lui as mis à disposition un logement non meublé, sans meubles, sans rien. Donc c'est important de mettre en place cet inventaire. D'accord. Au-delà du fait de dire, de compter les fourchettes et les assiettes, mais ça permet de justifier ton statut de loueur meublé, quoi. Ok, ouais, c'est bon à savoir. Donc en pratique, comment rédiger un bail? Voilà, donc on a vu un peu la théorie. Maintenant, pour ceux qui voudraient rédiger leur bail, donc il y a deux options. La première option, c'est tout simplement d'aller télécharger le modèle qui est fourni sur le site du service public. Donc moi, je l'ai téléchargé, hein, c'est un modèle qui fait 6 pages, donc ça se limite au minimum, au strict minimum légal. Et on sait qu'aujourd'hui, la loi est plutôt en faveur des locataires. Donc finalement, le bail qui est mis à disposition vous permet de faire une location, mais vous êtes sûr que vos intérêts en tant que bailleur ne seront pas protégés euh, parce que c'est pas les objectifs du gouvernement de protéger le bailleur, quoi. Ok. Mais au moins, vous avez un modèle minimaliste que vous pouvez utiliser. Alors, les annexes obligatoires, elles sont pas fournies. Donc ça, c'est important. Quand vous faites un bail, il faut que vous alliez récupérer à droite, à gauche sur le site du ministère. Là, moi, je les ai pas trouvées, mais elles doivent y être. Il y a des annexes obligatoires qu'il faut fournir. Donc ça, c'est des choses qu'il faut pas oublier. Et puis surtout, c'est que voilà, lorsque vous téléchargez ce modèle, bah, en fait, vous êtes tout seul, hein. Vous êtes seul pour faire le bail. Donc c'est un peu à vos risques et périls de savoir bien compléter les informations et de personnaliser les clauses pour être sûr que vous êtes bien, que vous restez bien, respectez bien la réglementation. Donc là, on l'a vu par rapport à la fixation du loyer, par rapport à la surface. Donc il y a tout un tas de choses qu'il faut vérifier. Donc ça, c'est la première option. Donc ouais, ce que je veux dire, c'est que trouver un modèle de bail aujourd'hui, c'est pas le plus difficile. Le plus complexe, c'est de savoir le remplir correctement. D'être sûr Et, qu'il est à jour. Parce que et voilà. dans le commerce, on en trouve des contrats de location. Alors dans le commerce, oui, tu trouves des modèles à jour, hein, que tu peux récupérer. Après, moi, j'ai mis le site des services publics parce que ils sont censés maintenir à jour l'information sur leur site. Donc, si tu veux un bail un peu à jour, je conseille d'aller sur le site des services publics, quoi. Oui, parce qu'en fait, quand on l'achète dans le commerce, on ne sait pas depuis combien de temps ils l'ont, enfin depuis combien de temps ils ont le stock, est-ce qu'il n'y a pas eu des évolutions. En fait, tout ça, on n'a pas du tout d'infos. Ouais, bah, ouais, c'est effectivement, t'as pas de, c'est au petit bonheur la chance, quoi. Tu te débrouilles avec le bail que tu as acheté, tu es seul pour le remplir et t'espères qu'une fois que tu l'as rempli par toi-même, qu'il soit conforme, quoi. C'est ça, tes risques et périls. Ouais. Et la deuxième option, donc, c'est l'occasion de parler de Monsieur Hugo. Donc, on a mis en place une application juridique de rédaction de contrat de bail sur Monsieur Hugo, bah, qui permet aux propriétaires de pouvoir rédiger un bail conforme en ligne. Donc, même si tu n'as pas de connaissances juridiques, derrière, le propriétaire, il se laisse guider par des formulaires euh, qui permettent de collecter les informations sur le logement et sur les locataires et le garant. Et puis derrière, nous, les algorithmes, on veut venir adapter automatiquement les clauses au bail. Donc ça, ce travail-là, euh, il est rendu très facile pour le propriétaire. Et puis en plus, par rapport au bail minimaliste qui est proposé par le gouvernement, nous, on a bétonné en fait notre bail pour venir protéger les intérêts du bailleur. Et on sait aujourd'hui que tout ce qui n'est pas écrit dans un bail est source de litige. Donc, si demain tu as un litige et que on sort le bail, on dit bah non, là il y a rien écrit sur telle ou telle chose,
bon, bah voilà, c'est tout de suite, c'est un litige. Voilà, donc nous, c'est pour ça qu'on a voulu bétonner. Donc le bail, nous, il est tenu à jour. On l'a rédigé avec notre partenaire AXA, là, notamment les juristes qui nous permettent de maintenir à jour le bail. Voilà, donc le bail, avec ce bail-là, vous le téléchargez au format PDF ou au format Word. On a rajouté des clauses supplémentaires. Donc là, j'en ai mis quelques-unes, clauses pour les visites, pour relouer, clauses sur l'entretien de la chaudière, sur les dégradations du locataire. On a rajouté une grille de vétusté. Ça, c'est important lors de l'état des lieux de sortie pour savoir sur quoi se référer s'il y a un problème dans l'appartement, une table a été cassée ou le canapé a été sali ou quoi qu'il arrive. Donc, au moins, on peut se reporter à une grille de vétusté pour calculer le montant des dommages. On a mis une charte de colocation pour ceux qui font de la colocation. Voilà, donc on a un bail qui est beaucoup plus riche. Et puis, on parlait des garants tout à l'heure. Si demain vous prenez un garant, l'application va générer aussi les actes de caution solidaires qui seront pré-remplis et envoyés pour signature. Et le tout est signé électroniquement, quoi. Donc, je crois que tu l'utilises aussi de ton côté. Alors oui, j'ai fait une fois avec un garant physique. Et c'est vrai que ça a été super vite, hein. Il reçoit par mail, il signe, ça prend 10 secondes. Mais par contre, moi, j'aime pas les garants physiques. Donc, j'évite au maximum ce type de garantie. Parce que ça nous exclut pas, en fait, d'aller en procédure. Donc, que ce soit envers le locataire ou envers son garant, finalement, on se tape quand même la procédure. Alors qu'une GLI, c'est beaucoup plus simple. Si on a respecté les conditions, c'est mis en place tout de suite. Et c'est pas nous qui allons... parce qu'en plus, avec Monsieur Hugo, il y a aussi l'assistance juridique. Donc en plus, voilà, si on a la GLI, qu'elle paye les loyers impayés et que l'assistance juridique met en place la procédure, finalement, j'estime qu'on est mieux protégé avec ce type d'assurance qui certes est payante plutôt qu'avec un garant physique. Donc j'ai Oui, oui. Tout à fait, tu as raison. Écoute, voilà, après, chacun peut prendre la garantie qu'il veut, mais au moins, tu es sûr d'avoir un bail conforme que tu fais rapidement et surtout la signature électronique. Quand tu fais de la colocation, par exemple, et que tu as 5-6 colocataires, là, ça t'évite de te déplacer, d'imprimer le bail. Nous, le bail, il fait avec les annexes, il fait une cinquantaine de pages. Donc, s'il faut que tu imprimes les 50 pages en 5 exemplaires, tu as vidé ton imprimante en deux. D'ailleurs, je peux te dire que les locataires, ils ne le lisent pas le bail, hein. Parce que depuis que je fais avec Monsieur Hugo, c'est vrai qu'il est beaucoup plus conséquent que ce que je faisais avant. Et il me le signe en même pas 30 secondes. Donc je suis certaine qu'ils ne le lisent pas, ils ne le regardent même pas. Mais bon, au moins, nous, on est protégés. Et tant pis, s'ils ne savent pas ce qu'ils signent, c'est leur responsabilité derrière. Mais, Ouais. Bon, quand même. Voilà, donc après, au moins, ils ont un bail complet, ils peuvent le lire. Mais c'est vrai que les locataires, ils sont tellement pressés d'avoir le logement qu'ils signent. Dès qu'il faut, ils signent, quoi, pour avoir le logement, quoi. Ils veulent mais pas bon, que ça leur c'est passe signé, tant pis pour eux. Après, c'est signé, c'est signé, hein. Ouais, tout à fait. Voilà, bon là je vous montre plus c'est une copie d'écran, puis après j'en aurai fini. C'est une copie d'écran d'interface de Monsieur Hugo, du compte Monsieur Hugo, où sur l'interface on a un menu qui s'appelle bail et qui vous permet de créer votre bail, donc que ce soit un bail de location nu, meublé, un bail étudiant. Si vous faites de la colocation en bail unique ou la colocation en bail individuel, vous pourrez très facilement faire votre bail en moins de 10 minutes et le signer électroniquement, quoi. Donc ça, c'est quelque chose qui est en accès libre sur le site monsieurgo.com, quoi. Ok, super. C'est vrai que c'est super pratique. Moi, je gagne un temps fou avec ça. Je recommande aussi d'utiliser une application de gestion locative. Au moins, on est sûr, il n'y a pas d'erreur et on gagne du temps. Écoute, voilà ce que je voulais vous présenter aujourd'hui. Donc c'était un sujet qui était un peu plus technique juridiquement, mais je pense que c'est important que les membres de ta communauté déjà ils aient conscience que le bail c'est pas la dernière roue du carrosse, que c'est le premier document qu'on va ressortir le jour où il y a un litige. Donc c'est un document contractuel, donc il faut qu'il soit à jour, qu'il soit conforme. Il faut savoir bien le remplir. Et puis, ça nécessite aussi, du côté du propriétaire, un petit suivi juridique pour se tenir au courant des évolutions, des clauses, des nouvelles clauses, des nouvelles mentions qu'il faut ajouter pour pouvoir louer, on va dire, l'esprit tranquille et en minimisant les risques locatifs, quoi.
Ok, super. Merci Bruno pour cette présentation. C'était ultra complet comme d'habitude. Et puis, je te dis à une prochaine fois pour un nouveau sujet. Ok, bah écoute, au plaisir, Tatiana. Merci de m'avoir reçu et puis bonne fin de visionnage. Et puis je vous invite pour ceux qui souhaiteraient aller regarder ce qu'on propose aujourd'hui, ce que Monsieur Hugo propose pour les bailleurs, quoi. Super. On mettra tous les liens dans le descriptif sous la vidéo. À bientôt. Merci à vous. À bientôt. Merci beaucoup Bruno pour ta présentation. Pour télécharger son guide dès maintenant, n'hésite pas à cliquer sur le lien sous la vidéo. Et si cette vidéo t'a plu, de liker. À bientôt.